Merci beaucoup pour votre nos présentateurs. Thank you, presenters. Yes, we've got quite a few questions. The first bunch of questions that came in, I think I can categorize as being sources of data. Several people have requested sources of data on the research on the production of toxins, data on property value reduction. And there was a request that perhaps ABV17 could put together some links of useful research things for our continuing education. Okay, well, thank you for the question. So if we have data concerning the toxicity of the species, maybe that's something we could look up and send some link. Do you think so? Oui, oui, on a trouvé plusieurs recherches universitaires qui ont été faites aux États-Unis et où on démontre que la plante produit des substances qui sont toxiques pour les autres plantes, mais toxiques également pour l'humain. Donc, on pourrait faire un résumé de ces substances-là assez facilement et le redistribuer éventuellement. Et puis, donc, là, on pourrait faire une petite recherche qu'on va ajouter là, à la présentation. So there has been studies that have been done in the United States showing that the plant is creating toxin that can be toxic for plants and also for humans, and we could do a little summary and put everything together for people interested. And then there was a question about the loss of property value sur la baisse de propriété foncière. Oui, ça a été assez bien démontré dans le cas de la rivière Saint-Charles à Québec, qui était affectée également par des plantes exotiques. Et il y a eu toute une étude de fait sur la baisse de la valeur foncière des terrains. Et par la suite, ça a été repris par différentes organisations. Et en moyenne, la baisse de la valeur foncière a été évaluée jusqu'à 20%. Donc, on comprend que lorsqu'il y a une perte de la jouissance d'un lac, soit que ça affecte la baignade, soit que ça affecte la circulation en bateau, c'est sûr que c'est beaucoup moins attirant pour la clientèle si, dans l'éventualité, on cherche à vendre le terrain et la propriété. Donc, même au niveau des assurances, ça affecte la valeur du terrain. Donc, il y a eu des études qui ont été faites aussi sur cette perte-là. On pourra trouver des références, mais c'est vraiment à partir de la rivière Saint-Charles à Québec que cette observation-là a été faite principalement. So for the decrease in property value, it's really a study that had been done on the Saint Charles River in Quebec, and because they were being affected by an invasive species, so they show that it can be decreased up to 20%, and this can be explained like we mentioned, if it's not inviting for swimming, if you can't use the lake for nautical activities like you used to, it will not be like attracting for people that want to buy that place. Yeah, that's pretty much it. Merci beaucoup. Thank you very much. The next question was, can the presenters be more specific about the impact of boat wakes and perhaps sources for that research? I think the questioner is saying that they understand that a motorboat driving through the weed bed causes the fragmentation, and that's bad.
do we have any specific research on the impact of boat wakes? Oui, je ne sais pas s'il y a eu des études spécifiques là-dessus, mais le mouvement qui est provoqué par les hélices crée un courant qui va en diagonale vers le fond du lac. Et ce courant-là, s'il est assez fort, peut fragmenter le myriaphile ou encore disperser le myriaphile sur une certaine distance. Donc, effectivement, le mouvement, le wake, peut contribuer à la dispersion du myriaphile sur une certaine distance. Ça va dépendre de la vitesse. Est-ce qu'il y a eu une étude spécifique là-dessus? Je l'ignore, mais c'est une cause importante de dispersion. Ça, c'est assez évident. So we don't know if there is specific studies about that, but for sure the wake will create a movement in the current at the bottom of the lake. And it also depends on the speed of the boat. And then it can either fragment or disperse the fragments in the lake because of the movement. Thank you. Next question. Comment est-ce que les plantes indigènes arrivent à passer par la toile de jute? Why does the burlap only hinder milfoil and not indigenous plants? C'est une bonne question. Le myriaphile, c'est une plante qui est très, très fragile. Elle n'est pas solide. Et lorsqu'on dépose la toile de jute sur le myriaphile, il se doit être écrasé littéralement par la toile. Les plantes naturelles, les plantes indigènes, elles, sont plus résistantes de par leur biologie et la toile, elle est quand même faite de tissu qui est tressé. Donc, les plantes indigènes ont plus de résistance pour passer au travers les petits trous qu'il y a entre les fibres. Et donc, réussissent à passer au travers après un certain temps. Tandis que le myriaphile n'a pas cette capacité. Alors, il est littéralement écrasé par la toile. C'est comme ça que ça s'explique. So the original water milfoil is really fragile. It's not solid, so it will really stay like stuck under the burlap compared to the indigenous species that are more resistant because of their biology. And the burlap is like braided, and there are small holes, so the indigenous species can go through the holes. But the way the original water milfoil grow, it will not be able to go through. It will stay underneath. Thank you very much. 3 questions that came. How does the native milfoil prefer the same environmental conditions, or is there any difference in the preferences that would encourage native versus the Eurasian milfoil? Le myriaphile à épi a tendance à s'établir un peu partout là où il peut. Il y a certaines conditions de sol. Par exemple, il va s'établir moins facilement sur le sol sablonneux. Il peut avoir certaines préférences là, quant au substrat. Il existe certaines plantes qui peuvent résister contre l'envahissement du myriaphile. Le potamogeton à grandes feuilles, par exemple, lui est capable de résister contre l'invasion. Donc, le myriaphile est
moins aptes à envahir les endroits où ce potamo existe de façon très dense. Mais les préférences d'habitat du myriophile à épi sont assez similaires aux plantes natives d'un lac. Donc, il n'y a pas de différence là, vraiment significative quant aux exigences d'habitat. Most of the time, the Erosion water milfoil will establish where it can, but there are some sites where there are less changes because it's not their preference, like sand, for example. There are certain species that can resist the evasion of the Erosion water milfoil. So there is less chance that the Erosion water milfoil will grow. But between the different species, like the indigenous milfoil, there's no significant differences between the habitat for the different milfoils. Thank you. I have a question on research and experience in British Columbia, where apparently in one particular area, machine and or hand gathering and disposing of plant mass during the warm season and root tilling in the cold season could minimize the spread of milfoil. Does ABV17 have any knowledge of those techniques? Bonjour tout le monde. Juste avant de continuer avec les questions, je veux juste noter que nous sommes déjà arrivés à 11 heures. Donc, on va suggérer de prolonger ce webinaire pour une autre 30 minutes. Est-ce que nos invités sont capables de peut-être répondre à 2 ou 3 questions? Can we ask the panelists to maybe stay for a few more minutes to answer to 2 or 3 more questions? I'd just like to remind you all that our questions are going to be saved. This webinar will be recorded, and the chat also will be saved. Your friendly background producers will be collecting all of your questions and compiling them into a document where we will get some answers for you. Donc, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues dans ce webinaire, on va répondre à vos questions dans un document, puis on va le partager sur les sites web de la Covro Secours, puis de l'Association pour la protection de l'environnement de la Covro. Et ensuite, on va juste avoir un petit mot de notre meilleur, Guillaume Lamoureux. So I will pass it over to our panelists for the final questions. Thanks, Caitlin. There's another question about a company in Florida that has had success with a chemical method of attacking the milfoil. Does ABV17 have any comments on that or data showing whether that's effective or not? Oui, il existe aux États-Unis, il existe des méthodes radicales en utilisant des produits phytotoxiques, c'est-à-dire qu'on injecte dans l'eau des produits chimiques qui tuent complètement la végétation et à ce moment-là, ben, on renouvelle finalement la biodiversité d'une façon artificielle. Ça existe aux États-Unis, ça existe, ça a été utilisé en Floride justement pour contrôler d'autres espèces exotiques envahissantes. Toutefois, cette méthode-là est strictement interdite au Canada et on ne peut vraiment pas l'utiliser pour des raisons bien évidentes qu'on ne veut pas tuer tout ce qui reste de biodiversité dans un lac et on ne peut pas du tout donc utiliser n'importe quel produit chimique pour éliminer des plantes exotiques envahissantes dans l'eau. Donc, cette méthode au Canada est illégale et n'est donc pas utilisée.
So in United States, like in Florida, there have been methods that have been used, like chemicals that are going in the water, but that it kills all the vegetation. And the goal is to renew the vegetation, like plant everything again. It's really artificial. It's not allowed in Canada for different reasons. Well, first of all, we don't want to kill all the biodiversity that is there, and we don't want to put any kind of products in the water. Thank you, merci. A question on if Myriaphile onepi requires sun to survive, what happens when the lake is covered with ice? So, si le Myriaphile a besoin du soleil, qu'est-ce qui arrive quand c'est couvert de neige? Donc, l'hiver, de glace, l'hiver. Ah, d'accord. OK. Je n'avais pas saisi le dernier mot. Pardon. Pas de problème. En hiver, le myriaphile, l'épi en hiver, en dessous la glace, lorsque le fond de l'eau est très noir, la plante va rentrer il y a une partie qui peut rentrer en hibernation, donc qui ne pousse pas, mais qui reste vivante. Mais la grande majorité des plants meurent. Et la plante survit finalement avec les racines dans le fond de l'eau. C'est seulement un faible pourcentage là, qui survit à l'hiver en dessous de la glace. Effectivement, c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Donc, c'est une plante qui va donc croître là où la lumière va pénétrer jusqu'au fond, jusqu'au sol. Et puis, dépendamment, il y a des lacs dont les eaux sont extrêmement transparentes. Alors, la plante peut s'établir jusqu'à des profondeurs, jusqu'à 10 mètres de profond dans certains lacs. Tandis que là où l'eau est plus opaque, moins transparente, la plante va s'établir moins profondément. Alors, dans le cas du lac Gauvreau, les eaux sont semi-transparentes, ne sont pas tout à fait claires. Donc, la plante va s'établir jusqu'à des profondeurs maximales d'environ 3,5 à 4 mètres de profond. So during winter, under the ice, there's a part of some plants that can go in hibernation, but most of the plants will die during the winter. But the plants that are staying there can grow after with their roots that are staying under the soil. So yeah, it's a really small percentage that will survive during the winter. And yeah, like that species really need a lot of sun go through the water to survive. So like Pascal was saying, there are lakes where it will be really, really clear water. There are more chances that the species will grow at like different depth, like maybe more depth because the water is more clear. But like in Gauvreau Lake, it will grow up to 3.5 meters, and it goes with the transparency of the water because after that the water is more dark. Je viens juste à rajouter que les plantes aquatiques qui meurent l'hiver, le myriaphile qui meurt en hiver, accumulent une grande quantité de matière organique et ça a été calculé. En moyenne, il y a entre 730 et 980 grammes de matière organique qui s'accumule par année dans le fond du lac. Ça, c'est par mètre carré. Donc, ça s'accumule dans le fond du lac en matière organique. Donc, il y a une grosse production de cette matière-là. Et évidemment, ça affecte l'écologie du lac parce qu'il y a une accumulation comme ça de matière organique qui s'accumule à cause de la mortalité hivernale. Alors, chaque année, donc, les herbiers importants produisent une grande quantité de matière organique qui s'accumule et qui peut être nuisible pour le lac. So another thing is that the Eurasian watermilfoil that is dying during the winter, it can accumulate from 730 to 980 grams
of organic matter per square meter at the bottom of the lake. And this is a lot of organic matter, and it will affect the ecology of the lake. I have one final question. Well, actually, there are many more questions, and so we will be putting them together and forwarding the ones that have not been referred to or answered to ABV17. Thank you very much for accepting to continue to help us. The last question I had to do with the toxins that could be produced. Are there easy methods or local organizations that can do testing for those toxins? Effectivement, oui, on peut collecter des échantillons dans l'eau et puis faire l'analyse de laboratoire et puis obtenir quels sont les pourcentages ou la concentration de ces toxines-là. Je sais qu'il y en a plusieurs. J'ai pas spécifiquement d'une substance en tête là, spécifique, mais ce sont des substances qu'on dit allélopathiques, des substances qui éliminent les autres plantes aquatiques. Et évidemment, pour la consommation humaine, ça peut rester à l'état résiduel dans l'eau. Et si l'on boit de l'eau qui est contaminée, c'est susceptible de nous rendre malades. Alors, on peut analyser effectivement l'eau pour savoir la concentration et la nature des contaminants qui sont produits par les toxines. Il y a eu des études faites aux États-Unis mais chaque lac a ses données qui sont spécifiques. On ne peut pas généraliser là, sur le lac Beauveau en général. Il faudra faire une étude spécifique là-dessus. Bon, merci beaucoup. Avant qu'on... pardon, sorry. Carry on, Fanny. Do you want the answer in English? Oui, oui. Okay. Please. Yes. So, yeah, we can take sample and then take the samples to a laboratory and see what are the different toxic substances. And it has been shown that these substances can eliminate aquatic plant in a lake, so it can be toxic. There has been studies in United States, and they have all their data of the substances and the concentration, but we cannot use this data. It really depends on every lake, so we cannot know, like for Beauveau Lake, what are the substances before we actually take samples and look at the data. Thank you. Thank you very much. As our information session comes to a close, it's my pleasure to thank all the people who are participated. Premièrement, Pascal et Fanny d'ABV17, thank you for your helpful advice and your forthright answers to our questions. We look forward to getting the answers to the ones we weren't able to ask. Votre soutien nous aiderait à prendre les meilleures décisions. Thank you for the volunteers, Tam, Leanne, Rink, Mac, and Laura, for your invaluable assistance to our producer, Caitlin. And Caitlin, for your organizational skills and enthusiasm, thank you very much. Merci beaucoup. Mel Lamoureux, je vous offre l'opportunité de nous dire quelques mots. Merci de votre présence. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Parfait. Puis au niveau du vidéo, est-ce que c'est de mon côté qui... On a une photo, un portrait de vous. OK, c'est bon. Est-ce que vous pouvez ajuster le vidéo ou vous laissez comme ça, c'est correct? C'est comme vous voulez. C'est bon. Caitlin, pouvez-vous l'ajuster ou est-ce que c'est... Guillaume, on aimerait vous voir. Oui, exactement. Si vous voulez démarrer la vidéo, moi, je ne peux pas de mon côté parce que l'autre l'empêche, dans le fond. Fait que je pense que c'est à vous de venir le démarrer, si je comprends bien.
The magic of technology. We're Bon. getting used to it. Ah ouais. OK, je l'ai démarré. Ah, excellent, parfait. Puis, si jamais je vais voir, ça se peut que j'ai à passer sur mon cellulaire, là, si jamais je vois que c'est très lent. Si vous voyez qu'il y a ça coupe beaucoup, dites-le moi, puis je vais passer sur mes données cellulaires. Donc, ça va pour l'instant? OK, Yes. excellent. D'abord, merci, M. Sanson, Mme Lannoy, puis à l'Association du Lac Gros, M. Leach, puis tous les bénévoles. So, thanks to you, members of the BVD7 and the association and the volunteers. It was a great presentation. C'était vraiment une bonne présentation. Puis, il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous. D'abord, je pense que OK, je viens tout juste de partager deux liens. So, I just shared two links in the chat with everyone. Donc, il y a eu une question plus tôt dans le chat ou dans le Q&A par rapport à un projet qui est en cours par l'association Lac Gauvreau Secours. So, there was a question earlier in the chat about a project that's currently conducted by Lac Gauvreau Secours in partnership with la BVD7 regarding restrictions on engines or boats at Lac Gauvreau. And I wanted to clarify, give a little bit of background. Donc, c'était mon intention de venir clarifier un peu. D'abord, vous voyez un lien pour le fonds vert municipal. La présentation d'aujourd'hui, elle est en partie financée via le fonds vert. So today's presentation is partly funded by our municipal green fund. Puis, je veux juste préciser, puis c'est important pour moi de parler du fonds vert parce que on commence là avec on a une première vague de financement cette année, puis on commence à voir l'impact. Mais it's important for me to tell you a bit about the municipal green fund because we're just witnessing the impact of the first wave of projects that were funded. Le fonds vert, c'est 150 000 $ par année qui est ouvert aux associations, aux entreprises, aux citoyens et aux institutions du territoire municipal de la pêche, puis à la municipalité aussi pour des projets en environnement, en développement durable. So the Green Fund is open to associations, businesses, citizens, as well as institutions or the municipality itself to fund environmental projects. Dans la première vague seulement, c'est 12 projets qui ont été financés avec 90 000 $ des 150 000 $ annuels que génère le fonds vert. Puis les 90 000 $ ont financé un total de 12 projets qui, eux, globalement, représente une somme totale de 230 000 $. Fait que c'est un effet multiplicateur de 2,5. Fait qu'on voit que on rend des sommes disponibles, puis il y a un effet multiplicateur qui est important parce que les partenaires vont chercher du financement entre autres, de paliers supérieurs de gouvernement. So the Green Fund generates $150,000 a year. In the first wave alone of project this year, 12 projects were funded. We used 90,000 of the 150,000. But globally, the 12 projects account for $230,000. So that's a 2.5 multiplying effect. So because we're able to go and get external funding from the Canadian Federation of Municipalities or the province, etc. So, la municipalité a fait deux choses cette année. Elle a fondé une étude sur l'effet des embarcations qui a été conduite par la BVD7, qui est disponible au lien que je vous ai partagé là, dans Ville de la Pêche, le lien documentation. Vous allez voir, le rapport est là. One of the projects that we're funding is a report, a study conducted by ABVD7. It was ordered by the municipality. In order to understand the impact of motorboats on invasive species or Eurasian milfoil more precisely, so you can see the document on our website. Puis oui, en effet, l'association Lac Gauvreau Secours a obtenu, en partenariat avec la BVD7, du financement pour venir voir comment des mesures restrictives sur les embarcations motorisées, il y en a toute une panoplie, là, comment certaines de ces mesures-là pourraient avoir un effet bénéfique sur la propagation ou l'éradication du Myriaphila IP. So indeed, it is true that Lac Gauvreau Secours, in partnership with ABVD7, obtained funding to conduct a study on how restrictive measures on boats or motorboats
could have an impact on Lac d'Auvreau, and it's currently underway. Mais par contre, ces analyses-là sont évidemment basées sur la science, puis impliquent une période de consultation. So these the adoption of such restrictive measures are based on science, and they include consultation process. They include consultation. So all citizens of Lac d'Auvreau will be included in the process. Puis, à cet effet-là, c'est important de reconnaître aussi que l'adoption de mesures restrictives, c'était beaucoup plus simple avant, dans les années 90. Il y a déjà des lacs dans la municipalité de La Pêche où il y a des restrictions, mais le processus est largement complexifié là, dans les dernières années. So, there are currently lakes in La Pêche that have restrictive measures on boats, but the process has become way more complicated in the 1990s and early 2000s. In the early 2000s. So we'll see what the project conducted by Lac d'Auvreau Secours leads to. It's uncertain. So again, that's all I wanted to share with you. If you have more questions regarding the municipality's programs, don't hesitate. And si vous avez plus de questions par rapport à l'implication de la municipalité, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Je vous remercie à tous de votre présence aujourd'hui. Merci. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mail. And another big thank you to the municipality of La Pêche and its Fonds Vert for the grant that enabled this session to be held. Finally, a thank you to all our members and those from other lake associations who have been listening in. This session was for you. I encourage your feedback. Was this information helpful to you in clarifying possible ways ahead? Let us know. And stand by for our annual general meeting in a few weeks' time, where we can discuss and decide on our next steps in the ongoing fight against Eurasian milfoil. À tout le monde, au revoir.